Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Der alte Bar ist hier, le vieux bar, le vieux bac si vous préférez en français, est là. C'est tout le personnel de maison, ce sont les domestiques du roi Frédéric II qui annoncent à Sa Majesté l'arrivée tardive au château de Potsdam de Jean-Sébastien Bach. Le père Bach, comme on l'appelle, est tout fatigué, il est crotté de boue. Il faut dire que son voyage a été terrible sous une pluie battante, long périple de plus de 20 heures depuis Leipzig en passant par Berlin. Certaines dames de la cour, en voyant arriver ce monsieur dans cette mise négligée, font quelques réflexions pas très aimables et immédiatement, elles sont retenues par le roi. Il faut dire que cette visite a été difficile à mettre en place, surtout après l'invasion des forces prussiennes à Leipzig. On était en 1745. Bach a pensé, il a cru et craint que ce voyage à Potsdam soit assez mal perçu par ceux qui lui donnaient du travail à Leipzig. Il est maître de chapelle de l'église Saint-Thomas. Bach a prétexté une mauvaise santé, il fallait reporter le voyage et finalement, donc, sous l'insistance de ses fils, il a accepté de se rendre auprès du roi de Prusse. Nous sommes maintenant au printemps 1747, en mai 1747, et Frédéric, à l'annonce de l'arrivée au château du musicien, a annulé le concert qu'il avait prévu pour être en état de recevoir dignement le vieux maître. Je dis le vieux maître, il a 62 ans, Bach, à l'époque. Et il est évidemment le plus célèbre musicien qui se soit rendu dans cet extraordinaire, dans ce domaine de Sans Souci. Le roi est tellement impatient de le voir qu'il lui laisse à peine le temps de se changer après ce long voyage et il le traite, mais alors vraiment comme un prince, avec la plus grande déférence. Il l'accompagne personnellement dans la tournée que veut faire le vieux Bach de toutes les églises de Potsdam. L'idée, c'est d'inspecter les orgues, bien entendu, c'est ça la passion de Jean-Sébastien Bach. Il faut imaginer ce personnage originaire de Thuringe, c'est un land du centre du pays, projeté tout à coup comme ça dans cette cour ultra raffinée, son attitude un peu empruntée, ses manières provinciales, il a des chaussures qui ressemblent plus à des godillots qu'à des escarpins de cour, son pas un peu lourd, tout ça détonne sous les ors ultra rocailles de la plus luxueuse des résidences d'Europe. Et le roi lui fait essayer un certain nombre d'instruments, des pianofortes du facteur Gottfried Silbermann. Et on les voit maintenant qui circulent tous les deux de pièce en pièce pour une espèce de visite musicale. Vous imaginez la cour qui suit à distance respectueuse. Bach fait quelques remarques à propos de ces pianofortes qu'il trouve inachevés dans leur conception. Les notes aiguës sont trop faibles, dit-il à propos d'un instrument. Et en s'asseyant à un autre, il joue comme ça quelques mesures. Il dit « Ah, le clavier est bien dur ». Le monarque connaît le don inouï, le génie de Bach. Il a l'intention très vite de passer aux choses sérieuses et il lui glisse dans la main un thème musical. « Ah, cher maître, pourriez-vous improviser une fugue sur ce thème ?» Le roi Frédéric est vraiment comme un élève devant le maître. Et le thème en question, c'est une structure chromatique dans la tonalité du mineur, et Bach va s'exécuter avec une facilité que vous connaissez. Il improvise une fugue à 3 voix qui va d'ailleurs préfigurer celle qui ouvrira plus tard sa célèbre offrande musicale. Le thème est donné, c'est le fameux Thema Regium. Certains avancent que Carl-Philippe Emmanuel, le deuxième fils de Jean-Sébastien, qui est claveciniste à la cour, aurait un petit peu guidé la main royale pour une mélodie à la fois très savante et très originale. Ce ne serait pas sorti tout seul de l'esprit de Frédéric, je n'en sais rien. Il est probable que le roi, en tout cas, avait l'intention de commander à Bach un thème comme ça un peu complexe et que le fils, Carl-Philippe Emmanuel, ait simplement aidé le monarque dans son inspiration. Bref, Frédéric va pousser Jean-Sébastien dans ses retranchements en lui proposant d'improviser maintenant une fugue à 6 voix sur le fameux thème. Et là, Bach se dérobe honnêtement, mais il promet d'y réfléchir avec le plus grand sérieux, ça on peut lui faire confiance. Il écrira, dit-il, une fugue dans les règles de l'art et ensuite il la fera pour le roi, imprimée. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. C'est justement cette année-là, en 1747, que Frédéric s'est installé dans ce palais de Sans Souci, immense résidence de plein pied assez extraordinaire, avec ses corniches rocailles, ses grands plafonds, ses murs entièrement sculptés et dorés. Tout ça sent encore un peu le plâtre et la colle, bien entendu. On sort d'un chantier. Et Sans Souci, c'est un peu le Marly de Frédéric, c'est-à-dire un endroit où le protocole de cour est aboli. Et c'est une résidence où, à la manière du Versailles de Louis XIII, ne sont admis que les hommes, avec une seule exception, la danseuse qu'on appelle la Barbarina. On attribue à la Barbarina une liaison non seulement avec l'écrivain italien Francesco Algarotti, mais aussi avec le roi, ce qui contribue évidemment à sa grande réputation. Je ne sais pas ce qu'il en est. Toujours est-il que le roi, dans ce cadre idéal qui est un peu le rêve de sa jeunesse, partage son temps entre l'administration de ses États, car c'est un roi très sérieux, la diplomatie, car vous savez qu'il est le plus grand diplomate d'Europe à l'époque, et puis ses passe-temps favoris, au nombre desquels la musique, bien sûr. Alors, il se lève tôt, Frédéric, à 4 heures du matin. Il entame la lecture de cet extraordinaire courrier qui est celui d'un monarque, de ce qu'on appelle à l'époque un despote éclairé. Et puis, séance de musique, et à 10 heures, il est prêt à passer en revue les troupes en garnison à Potsdam. Vers midi, il déjeune entouré de compagnons qu'il veut divertissants, et l'après-midi est consacré à l'examen d'un certain nombre de questions administratives, ce qui n'empêche pas un peu d'exercice, de la marche essentiellement. Il se ménage au moins 4 fois par jour des moments pour jouer de la flûte, ce monarque qui touche à tous les arts. Le souper a lieu vers 10 heures, avec une conversation souvent très philosophique, bien sûr. L'art de la conversation, c'est avec la musique le passe-temps favori de Frédéric de Prusse. Il aime à s'entourer de gens de haut niveau. Évidemment, vous savez qu'il essaie de convaincre Voltaire de revenir en Prusse. Voltaire, d'ailleurs, acceptera en 1750, l'année de la mort de Bach. À Sans Souci, une première passion musicale du roi, c'est celle des instruments de musique, notamment les clavecins et les pianofortes, dont vous aurez compris qu'il possède une véritable collection. Ce pianoforte, c'est-à-dire l'ancêtre de nos pianos à nous, a été inventé par Cristofori aux alentours de 1710. C'est une invention révolutionnaire. Vous savez, c'est la première fois qu'on a une gamme de nuances sur un instrument à clavier. Ça va du pianissimo jusqu'au fortissimo, beaucoup plus étendu, beaucoup plus varié et profond que le clavicorde, évidemment. Par la suite, c'est donc, je vous l'ai dit, Gottfried Silbermann, ce grand facteur d'orgue et de clavecin, qui va travailler à ce nouvel instrument et produira des modèles à partir des années 1730 jusqu'au dernier, précisément en 1747. C'est plus maintenant un petit plectre qui vient pincer la corde, c'est un petit marteau qui la frappe. C'est merveilleux. C'est en train d'ouvrir à la musique des horizons insoupçonnés, et pourtant vous aurez compris que Bach, lui, reste vraiment sceptique. Vous écoutez Radio Classique. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion ici de vous raconter la jeunesse très difficile du roi Frédéric II, qui était l'héritier un peu méprisé de celui qu'on surnommait le roi sergent, Frédéric Guillaume Ier, qui mourra en 1740, ce qui veut dire que quand Bach se présente à Sans Souci, ça fait 7 ans que Frédéric est sur le trône. Le roi sergent était un homme chasseur, buveur, un peu grossier comme ça, trousseur de jupons, d'une virilité démonstrative, très opposé au délicat Frédéric, qui se disait prince philosophe, qui n'aimait que la musique et la littérature, et notamment les auteurs classiques, Plutarque, qu'il connaissait littéralement par cœur. Et son père avait bien l'intention de transformer cette nature efféminée par tous les moyens, y compris la violence. On lui a confisqué ses livres au jeune Frédéric, on l'a battu, privé de nourriture, injurié, on l'appelait le chiffon, ou la chiffe, vous imaginez, le damoiseau, la tête à claque, voilà les sobriquets dont son père l'affublait en public. C'était très dur pour Frédéric qui, à un moment, a projeté de s'évader, d'aller s'installer en Angleterre, sauf que le roi, évidemment, avait de bons services de renseignement qui l'ont informé de ce qui se préparait. Et ce qui était horrible, c'est qu'il a forcé son fils à être le témoin de l'exécution du jeune homme qui était complice de sa tentative d'évasion et qui était son ami de cœur, vous imaginez. Pendant longtemps, Frédéric a même été maintenu sous les verrous. Et puis, finalement, son père l'a initié au travail,
royale, aux détails de l'administration des propriétés royales, au fonctionnement de l'armée, et il s'est rendu compte que ce fils était d'une très grande intelligence et qu'il était somme toute à sa manière digne de lui succéder. Il s'acquittait très bien des tâches qu'on lui avait confiées. D'ailleurs, le prince Frédéric a accepté sans broncher d'épouser la jeune princesse Elisabeth de Brunswick-Wolfenbüttel, qui s'est installée avec lui à Rheinsberg, une vieille demeure royale qu'on a complètement rénovée pour l'occasion. Et pendant 5 ans, il a pu enfin donner libre cours à son goût pour les lettres, pour les sciences, les arts, à condition évidemment que tout ça reste discret. Il menait cette vie paisible, un peu sous l'étouffoir, avec un couple qui va rester sans enfants. Vous aurez compris que Frédéric n'est pas très porté sur les dames. Les années vont passer à Rheinberg, et puis, alors en essayant d'échapper à cette tutelle paternelle, pour essayer de vivre cette passion double pour la musique et pour la littérature, il est assez idéaliste, celui qui se voit déjà bien dans la pose et dans le rôle d'un monarque, d'un despote éclairé, idéalisme naïf qui s'exprime par exemple dans ses lettres. « Les bonnes intentions, écrit ce jeune prince, l'amour de l'humanité et le travail d'un solitaire peuvent peut-être profiter au genre humain, et je peux me flatter de ne pas compter parmi les oisifs et inutiles de la société. » C'est pas seulement ses idées qui valent sa réputation à Frédéric. Les plaisirs qu'on trouve à Rheinsberg sont dignes des cours les plus raffinés, concerts, pièces de théâtre, etc. Évidemment, on peut imaginer l'application que met le prince à l'étude des instruments. Les mauvaises langues racontent que l'atout de son professeur c'est le compositeur Johann Joachim Kahns, que cette toux, à chaque fausse note de son élève, s'amplifie lorsque les prestations ont lieu devant la cour, n'est-ce pas, pour cacher les canards, si je puis dire. Bref, Frédéric n'a pas énormément de moyens tant qu'il est prince héritier. Il ne peut pas encore jouer le grand rôle de mécène qui sera le sien. Quand même, il va persuader un peintre français de s'installer à Rheinberg, un peintre assez extraordinaire qui s'appelle Antoine Pell, qui a fait de nombreux portraits du prince et des membres de son entourage, et qui va par ailleurs littéralement couvrir les murs de Rheinberg de très belles toiles, tout à fait dans l'esprit, c'est à mi-chemin, si vous voulez, de Boucher et de Lagrenet un peu. Voltaire va accroître la réputation de philosophe du prince par cette fameuse lettre flatteuse qu'il a reçue de Frédéric et à laquelle il va répondre, bien sûr. C'est un huguenot réfugié en Prusse, son précepteur français, qui a initié Frédéric à Voltaire. Frédéric a lu la Henriade, et il va prendre d'ailleurs Henri IV pour modèle, et de son côté, Voltaire est touché par les louanges de ce jeune prince. Il l'appelle non pas votre majesté, mais votre humanité, et le surnommera le Salomon du Nord. Le prince Frédéric, encouragé par le philosophe, a écrit un traité philosophique qui s'appelle l'Anti-Machiavel, qui va connaître une certaine célébrité dans l'Europe de l'époque, où il s'oppose avec véhémence aux théories de Machiavel. Il démontre l'immoralité de l'emploi de la force armée. Bref, vous voyez que nous sommes en présence d'un prince philosophe qui bientôt sera mis à l'épreuve des réalités de l'exercice d'un plein pouvoir. Car imaginez ce que peut être le pouvoir d'un roi de Prusse au XVIIIe siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est entouré de musiciens, ce roi de Prusse, qui va, vous l'avez compris, écrire même des œuvres pour la flûte. Il a appris la composition avec Graun. Il fait venir Karl Heinrich Graun à sa cour, et puis Georg Benda, et puis bien sûr Carl Philipp Emanuel Bach. Il y a un tableau d'Adolf von Menzel qui montre le salon de musique du palais, où le roi est à la flûte avec ses musiciens préférés. 6 compositeurs, dont 4 à son service, sont représentés sur ce tableau. Il y a donc le roi lui-même, son prof de flûte, Kantz, dont je vous parlais. Il est à droite sur le tableau, et puis à côté de Kantz, le violoniste Franz Benda, donc, et puis au clavecin, Carl Philipp Emanuel, et à gauche du lustre, le ténor et kapellmeister de la cour, Karl Heinrich Graun, donc, qui a initié le roi à la composition, et la sœur du roi, Amélie de Prusse, est là devant eux.
cette salle de musique, évidemment, dans une atmosphère rocaille, ce rococo allemand extravagant, entouré de toiles représentant les métamorphoses d'Ovide, un peu à la manière dont se métamorphose le prince en philosophe et le roi en compositeur. Frédéric a rencontré un des fils Bach, donc Carl Philipp Emanuel, dès 1738. Il l'installe à Potsdam dès 40, dès le début de son règne, et il le nomme claveciniste de la chambre du roi. Alors, on dit que Frédéric ne paye pas bien, mais ça n'empêchera pas Carl Philipp Emanuel de rester un quart de siècle dans cette place qui est à la fois très prestigieuse, dans un cadre exceptionnel, avec des gens inouïs, et aux côtés de son aîné, Wilhelm Friedmann, le fils de Jean-Sébastien Bach, le plus doué. Il va composer et travailler pour le roi. Lui aussi est peut-être le plus doué, Carl Philipp Emanuel. En tout cas, c'est celui qui a hérité une grande partie du don de son père. Il est en outre à l'origine d'un changement de style qui va privilégier le côté plus concertant, plus mélodique. Évidemment, à côté de ça, l'art polyphonique du père paraît un petit peu trop mathématique, un peu trop austère peut-être. Il va être l'instigateur en musique du fameux courant Sturm und Drang, tempête et passion, qui va déjà annoncer, sonner l'heure du romantisme. On parlera, pour désigner les musiciens du roi Frédéric, on parlera d'une école de Berlin qui signe l'avènement d'un style classique qui va se poursuivre plus tard avec l'école de Mannheim. Et la musique de Carl Philipp Emanuel sera associée par l'école classique viennoise. C'est-à-dire que des gens comme Haydn, comme Mozart, comme Beethoven,